Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Bien sûr, je regrette fortement de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, mais je vous remercie néanmoins pour l'opportunité de vous présenter en distanciel certains résultats des travaux menés au sein de l'OCDE sur des questions liées à l'intégration des énergies renouvelables variables et leurs impacts économiques. Je vous parle depuis l'OCDE, depuis une agence au sein de l'OCDE qui s'appelle l'Agence pour l'énergie nucléaire, qui, comme son nom l'indique, traite de l'ensemble des questions nucléaires avec un large spectre, des aspects de sûreté aux aspects de déchets, mais aussi avec une forte composante économique et composante économique, bien sûr, qui a pour préoccupation non pas juste de regarder l'économie du nucléaire, mais de regarder l'intégration dans le mix. Et donc, c'est des travaux, bien sûr, qui ont une portée beaucoup plus large et qui, d'ailleurs, s'intègrent assez fortement avec ceux de notre agence sœur, l'Agence pour l'énergie, l'Agence internationale de l'énergie. Alors, pour ma présentation aujourd'hui, je vais m'appuyer sur certaines de nos études récentes, notamment un rapport de 2019. Et si le sujet vous intéresse, je m'assurerai que vous aurez le lien pour le consulter plus en détail. Je vais organiser ma présentation autour de trois parties. Premièrement, et vous m'excuserez que les slides sont en anglais. Premièrement, comprendre quelles sont justement ces problématiques d'intégration des énergies renouvelables et pour cela, vous introduire le concept de coût de système pour le mix électrique et comprendre quelles sont ces composantes et quels sont les impacts sur la compétitivité des moyens de production. Et puis, deuxième partie où on quantifiera certains de ces coûts, là encore sur la base de nos travaux récents et sans tout dévoiler en partant de ce qu'on appelle les plant level au niveau des moyens de production jusqu'au niveau de l'ensemble du mix électrique. Et puis, troisième partie où on se questionnera sur les trajectoires à envisager vers l'objectif de beaucoup de pays, y compris la Belgique, dans le cadre de l'Union européenne, d'atteindre l'objectif de net zéro, décarbonation du mix de l'économie et a fortiori du mix électrique à l'horizon 2050 et voir quel chemin on peut tracer aujourd'hui pour atteindre cet objectif et quel rôle pour les énergies renouvelables variables dans ce cadre. Alors, première partie, où avant tout question de pédagogie, pour comprendre, planter un peu les bases du décor. Question des coûts du système électrique et la façon dont c'est souvent reporté se focalise sur les coûts aux limites des centrales. On appelle ici les plant level. Et donc, quand on va comparer le coût d'un moyen de production pilotable, tel que du nucléaire ou du gaz, à de l'énergie moyen renouvelable, peut-être que de l'éolien ou du solaire photovoltaïque, c'est en général de ces coûts-là dont on parle. Et bien sûr, c'est une composante importante du coût du système électrique, c'est une composante importante de la facture d'électricité. Le problème, c'est que en se focalisant beaucoup sur cette composante, on oublie un certain nombre d'autres, et en particulier tous les coûts au-delà des bornes des centrales liés à l'intégration des différents moyens de production. Et comme vous le verrez dans ma présentation, ces coûts peuvent rapidement devenir une part importante, significative du coût du système, a fortiori dans une perspective où on aurait un objectif spécifique sur la part d'énergie renouvelable dans le mix.
Et puis, troisième composante, qui est importante, mais qui est tout aussi importante, mais qui est cette fois un peu plus difficile à quantifier, ce qu'on va appeler ici c'est classique en économie, au demeurant, des coûts environnementaux et sociétaux, des externalités qui peuvent couvrir un large spectre. Bien sûr, comme je l'ai dit, parfois difficile à quantifier. Dans le cadre de sa présentation, on en reprendra quand même une qui est bien sûr centrale pour l'exercice, qui est le changement climatique, avec donc soit un prix du carbone, soit un objectif sur le contenu carbone, le niveau d'émissions de CO2 que l'on vise. Voilà, et donc vous voyez bien que c'est vraiment central pour notre sujet de comprendre qu'il y a différents coûts et qu'en général, on parle de la première composante et on a un peu tendance à oublier les autres. Alors, la deuxième catégorie, ce qu'on appelait les coûts au niveau du système électrique, grid level cost, je vous en ai parlé un petit peu, mais il est utile de détailler cela plus en profondeur pour vraiment bien comprendre quels sont ces coûts et leur origine. Ces coûts sont des vrais coûts économiques. Ces coûts se retrouvent, je l'ai dit, in fine dans la facture d'électricité. Par contre, ces coûts ne sont pas nécessairement attribués aux unités de production, et derrière cela aux acteurs qui en sont la source. Ces coûts s'appliquent à l'ensemble des moyens de production. C'est-à-dire que l'ensemble des moyens de production auront un impact sur le système. La question est dans quelle mesure ces coûts peuvent être significatifs. Et comme vous verrez, dans le cas de moyens pilotables, en général, ils sont très modérés. Par contre, pour des technologies variables, intermittentes, peuvent rapidement devenir significatifs. On peut identifier trois composantes à ces coûts-là. Correspond à la box sur la droite. Le premier, c'est assez simplement les coûts de transmission et de distribution pour le réseau électrique. Et la raison pour laquelle ces coûts peuvent être plus importants ou sont plus importants pour des énergies renouvelables intermittentes, c'est tout simplement le fait que ce sont des énergies plus diffuses, distribuées sur du point de vue géographique, et puis aussi avec des gisements, des sites de production favorables qui ne sont pas a priori nécessairement corrélés avec les zones de demande. Et donc, vous allez avoir, du point de vue spatial, un étalement et donc un besoin de renforcer les coûts de réseau. La deuxième composante correspond à ce qu'on appelle ici des coûts d'équilibrage, balancing cost en anglais, et ils sont vraiment liés à la composante variable intermittente des énergies renouvelables, c'est-à-dire combien même on peut avoir une bonne… On a des progrès significatifs en termes de prévision de production de ces technologies, hein, beaucoup d'investissements dans les outils météo pour améliorer cela. Néanmoins, si vous regardez la chose du point de vue statistique, eh ben, il reste une plus grande incertitude sur leur niveau de production. Ça, c'est en prenant en compte, y compris le fait que des moyens de production pilotables peuvent être des aléas, comme le nucléaire peut avoir des aléas. Cet hiver en France est un exemple assez parlant. Mais malgré tout, en prenant en compte le fait que, y compris les aléas sur les moyens pilotables, il y a une plus grande incertitude sur le niveau de production de ces moyens de ces technologies. Et donc, à ces conséquences directes de cela, eh ben, pour garantir la sécurité d'approvisionnement, vous allez avoir besoin de marges supplémentaires sur votre système électrique. Et donc, plus la part d'énergie renouvelable augmentera dans le mix, plus le besoin de marge augmentera également. Et puis, la dernière composante,
et qui est sans doute la plus importante, ce qu'on appelle ici les coûts de profil, mais qui se comprennent mieux quand on parle de coûts de backup. Et donc ça, c'est tout simplement une conséquence directe du fait que l'intermittence des énergies renouvelables aura besoin d'être compensée. Et si, par exemple, on peut imaginer que dans certains mix électriques, il y a une bonne corrélation entre production renouvelable, intermittente et demande. Dans beaucoup d'autres cas, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a besoin d'avoir en complément un moyen de production pour jouer ce rôle de backup. Et ce rôle de backup sera joué par des technologies qui peuvent être très différentes en fonction de votre objectif de décarbonation, objectif d'émission de CO2. Et donc, si vous avez un objectif climatique relativement souple, vous aurez des centrales à gaz assez facilement. Et si, à contrario, vous allez vers une décarbonation plus poussée, il y aura besoin de trouver de nouvelles alternatives. Et là, les coûts peuvent vite augmenter. Un dernier point sur cette planche qui est vraiment centrale pour comprendre notre question aujourd'hui, notre problématique. Ces coûts-là, ils sont bien sûr, c'est difficile d'en faire des estimations génériques parce que bien sûr, ils vont être très vite spécifiques au contexte, au mix électrique que vous étudiez. Si vous êtes un pays insulaire, ces coûts d'intégration vont augmenter beaucoup plus rapidement que si vous êtes un pays largement interconnecté. Si vous êtes un pays qui a des ressources hydrauliques très, très favorables, ça va fortement faciliter l'intégration des énergies renouvelables. Vous voyez très vite la liste des facteurs qui rendent ces écosystèmes vraiment spécifiques au mix électrique que vous étudiez. Alors, cela étant dit, on peut essayer de dégager certaines ordres de grandeur, et c'est tout l'objet des travaux récents de l'AEN. Premièrement, la première composante qu'on décrit, mais qu'il ne faut néanmoins pas oublier, les coûts au niveau des centrales, des moyens de production. Vous voyez ici un résumé d'un rapport que l'AEN publie tous les 5 ans avec l'AIE, les coûts projetés de production d'électricité. Donc, on est vraiment là aux bornes des centrales. Ce sont des coûts dits levelized cost of electricity, des coûts actualisés de production. Et ces coûts-là sont décrits sur ce graphique pour des moyens fossiles, du nucléaire et différentes technologies renouvelables. Ce sont des coûts qui sont calculés sur la base d'estimations fournies par nos États membres. Donc, ce ne sont pas des projections d'industriels. Il y a vraiment tout un processus autour de ces estimations qui sont vraiment basées sur les visions des États membres de l'AEN et de l'AIE sur le coût prévisionnel de production. Et vous voyez la variabilité des résultats représentés sur ce graphique. Premier résultat quand même majeur. Je suis là pour parler aujourd'hui dans vos colloques d'éolien. Je m'arrêterai juste sur le nucléaire. Un résultat majeur d'étude, c'est qu'aujourd'hui, le nucléaire existant au sein des pays de l'OCDE est de loin le moyen de production avec les coûts les plus faibles. Que ce soit, et ça comparé à la fois au gaz et aux renouvelables. Du côté des renouvelables, vous voyez qu'il y a des coûts qui restent dans une zone qui sont de plus en plus dans une zone de compétitivité, y compris vis-à-vis du nucléaire. Et le nucléaire varie. Donc là, ce n'est pas le nucléaire tête de série tel qu'on l'a connu ces dernières années en Europe. C'est des coûts qui sont projetés par les États avec des perspectives de réduction. Et vous voyez compte tenu des hypothèses, notamment en termes de taux d'actualisation, des conditions de financement, qui sont ici les mêmes pour l'ensemble des moyens de production, les technologies renouvelables et
le nouveau nucléaire sont dans la même zone de compétitivité. Vous voyez aussi que pour le renouvelable, il peut parfois y avoir une très forte variabilité. Et ça, il ne faut sans doute pas y faire très attention, hein, notamment les valeurs maximales, qui correspondent vraiment à des cas très, très spécifiques, donc sans doute pas représentatifs de ce qui peut être aujourd'hui atteint, projeté dans un pays tel que la Belgique. Voilà, donc vous voyez déjà que la situation au niveau des coûts de production au bord des centres. Maintenant, passons au niveau des coûts système, au niveau du réseau. Et donc, vous voyez ici deux graphiques avec beaucoup d'informations. Vous voyez à gauche, donc dans ces graphiques-là, je m'arrête 2 secondes pour vous présenter quelles sont les principales variables clés et l'objet de l'étude. Nous comparons les coûts du système électrique pour un même objectif de décarbonation, qui est un objectif ramené au kilowattheure de 50 grammes par kilowattheure, qui correspond, on le reverra par la suite, grosso modo, à ce qu'on doit atteindre vis-à-vis des objectifs climatiques européens, Package Fit for 55, l'horizon 2030. Et puis, vous avez différents objectifs pour chaque scénario en termes de part des énergies renouvelables dans le mix. Donc, vous allez passer donc, VRE, qui signifie Variable Renewable, et donc vous allez aller de 10% à 75%, et vous avez un cas de référence, et dans ce cas de référence, vous n'avez pas d'objectif sur la part de renouvelables, et ça ne vous est pas détaillé ici, mais je vais vous le préciser, vous avez avant tout du nucléaire qui ressort dans le mix électrique. Et ce que vous voyez, ce que ce graphe vous montre, hein, il additionne les différentes composantes de coûts telles que je vous ai décrites, en partant des coûts au niveau des centrales jusqu'aux 3 composantes de coûts de système. Ce que vous voyez, c'est que ces coûts de système augmentent en fonction de la part des énergies renouvelables. Et ce que vous voyez en particulier sur le graphique de droite, le graphique de gauche, c'est uniquement les coûts au-delà de la centrale, et les coûts de droite, on ajoute les 2 composants. Et vous voyez que ce qui est, je pense, le résultat le plus majeur, cela, au-delà du fait que vous avez une relation positive entre part renouvelable et coût du système, c'est aussi le fait que ces coûts de système, ces coûts qui ne sont pas directement observables quand on se situe au niveau de la centrale, ils peuvent très vite devenir significatifs pour la collectivité. J'ajoute peut-être dernier point, hein, les hypothèses ici sur les coûts des énergies renouvelables peuvent très vite être discutées, hein, et bien sûr, si on se projette à 2030, peut-être qu'on aura des réductions des coûts des renouvelables, de l'éolien, du solaire plus importantes. Néanmoins, on a aussi fait des scénarios où vraiment on tire vers le bas les coûts des énergies renouvelables, et on voit que ces résultats restent globalement consistants. Donc, le principal message ici, bien sûr, c'est que c'est un vrai sujet et qui est malheureusement trop souvent absent des représentations qu'on fait de la compétitivité entre moyens de production pilotables et moyens de production variables, intermittents des renouvelables. Dernier point de la présentation, et je pense que je vais rester plus ou moins dans le thème. Oui. Monsieur Berthélémy, vous pouvez essayer de… Monsieur Berthélémy, vous m'entendez? Vous pouvez essayer peut-être d'aller un peu plus vite parce que… Oui, non, mais la dernière partie, par le temps. Excusez-moi. Et puis, vous avez surtout une pause déjeuner. Donc, j'ai compris qu'il reste quelques minutes, et là, j'ai vraiment prévu de passer 2 minutes sur la dernière partie. Dans les présentations graphiques, j'ai juste joué sur 2 dimensions. J'ai joué sur la part des renouvelables et bien sûr l'impact sur le coût du système. Une autre dimension qui est bien sûr majeure ici, c'est l'objectif de décarbonation.
Et si j'accélère, vous voyez ici, c'est un graphique qui est tiré d'une étude réalisée par le MIT avec le même modèle que l'AEN, l'OCDE a utilisé. Vous voyez très vite que les résultats que je vous ai montrés correspondent grosso modo à la courbe verte. Point de départ, hein, on est en bas, 2021, aujourd'hui 2022. Et en fait, ce que vous voyez très bien ici, c'est que d'une certaine façon, l'histoire que je vous ai racontée, elle reste une vision relativement mesurée de l'impact potentiel que peuvent avoir ces écosystèmes sur le prix, le coût de l'électricité au global, parce qu'on restait à 50 grammes de CO2 par kilowattheure. Et le point majeur, et je pense que c'est vraiment une bonne façon de finir la présentation et de finir cette matinée, c'est que si on se déplace de 50 grammes et qu'on va vers décarbonation complète, ces coûts augmentent de façon de plus en plus croissante, presque exponentielle. Et vous voyez bien, donc, en conséquence directe, s'il est facile d'envisager un chemin à 2030 qui, pour un coût de système qui n'est pas négligeable, mais qui n'est pas dramatique, voilà, reste, on va dire, et donc resterait donc acceptable pour la collectivité. Le chemin où on donne uniquement la priorité aux énergies renouvelables et où on exclut le nucléaire, vous conduisent à vous emprisonner vers une voie de décarbonation complète de votre économie à 2050, qui est sans doute inatteignable. Alors qu'à contrario, si on garde une vision plus équilibrée entre renouvelables et nucléaire dans le mix électrique, eh ben, on peut envisager un chemin à 2030, un chemin qui donne une part plus importante au renouvelable, ne trompez pas sur mon propos, mais qui nous permet d'avoir l'option en 2050 d'atteindre la décarbonation pour un coût qui resterait socialement acceptable. Bien sûr, on peut se dire qu'on peut revenir discuter des hypothèses de ce graphique. Peut-être que demain, il y aura un progrès technologique auquel on n'a pas pensé qui conduira à un effondrement de cette courbe. Hein, si demain, les batteries deviennent gratuites et que l'hydrogène nous permet, pour un coût extrêmement modéré, d'avoir un nouveau chemin qui apparaît, ce sera une bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, c'est tout un ensemble de paris technologiques. Et ce serait un risque pour la société, un risque d'enfermement sur un chemin irréaliste que de se priver totalement du recours au nucléaire pour atteindre ces objectifs à long terme. Et donc, la question, bien sûr, pour les décideurs, pour la société, est de savoir quel est le bon chemin à choisir vis-à-vis de ces objectifs. Et sur ce, je m'arrête, je pense, en temps et en heure, et je vous remercie et j'espère que j'aurai l'occasion de répondre à certaines de vos questions. Oui, parfait, merci beaucoup. Donc, je propose alors d'ouvrir la discussion. Je ne sais pas si vous pourrez entendre les questions, sinon je relayerai. On peut peut-être mêler les deux, enfin c'est peut-être difficile hein, de mêler les questions avec celles de l'exposé qui a été fait ce matin. Donc ici, peut-être, si je peux rapidement poser une question, tous ces objectifs européens, c'est par rapport à l'ensemble de l'énergie finale consommée, ou bien est-ce qu'on parle uniquement de l'électricité ici? Dans le graphique, il semblerait qu'on ne parle que de l'électricité. Non, bien sûr, vous avez tout à fait raison. J'ai fait un… Enfin, l'électricité dont la part va peut-être augmenter, mais Non, mais vous avez très bien compris. Ici, c'est une translation des objectifs globaux qui sont pour l'ensemble de l'économie sur, l'ensemble de l'économie. sur l'électrique, le secteur électrique. Et comme vous l'avez souligné, on sait aujourd'hui que pour atteindre ces objectifs globaux de décarbonation, notamment pour l'ensemble du secteur énergétique, il y aura besoin d'un recours croissant au vecteur électrique pour les atteindre.
Oui, donc ça veut dire qu'on va multiplier par 5 à peu près la production électrique. C'est au niveau de l'OCDE ou ceci ou le graphique en question? Je ne pense pas. Non, le graphique ne disait pas de combien on va multiplier Oui. la, 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 la taille du mix électrique. Je pense que si je me réfère à mes collègues aux travaux de l'AIE, hein, globalement, au niveau mondial, vous aurez une production électrique qui devrait augmenter par un facteur de 2,5, hein, et ça, c'est à l'horizon de 2040. Donc, vous voyez bien qu'au niveau mondial, il y a une forte croissance de l'électricité qui sera nécessaire. Il y a donc une étude, effectivement, que j'ai la chance d'avoir un petit peu regardée. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être rappeler la référence de l'étude qui a été faite à l'ANEA là-dessus? Donc, oui, bien sûr. Donc, c'est une étude de 2019 qui s'appelle, en bon français, les coûts de décarbonation. Et je pense que le sous-titre, c'est coûts de système avec des parts importantes de renouvelables et de nucléaire. Oui, donc cet aspect de coût système, de système cost, c'est effectivement quelque chose dont on parle très peu. Les politiciens n'en parlent pas finalement. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de voir que la part de ces systèmes cost va augmenter de façon phénoménale en réalité, avec la proportion d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est vraiment un résultat essentiel. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir à propos de l'exposé. Peut-être aussi le… Oui, monsieur. Oui, Oui. à propos Attendez, du système cost, est-ce que cette approche globale que l'AEN lance, vous aviez appelé ça à l'époque VASCOI, est-ce que cette approche globale est en train de devenir un standard dans la communauté des économistes? Et sinon, pourquoi? Quels sont les obstacles? Parce que ce serait en effet un grand pas en avant d'en faire un standard. Cette approche globale avec les coûts de système et les coûts environnementaux et sociaux. Vous avez entendu la question? J'ai entendu, et c'est une très bonne remarque. Je pense qu'il y a une communauté académique qui s'est construite autour de ces sujets. Je pense notamment à certains collègues de l'université de Louvain avec qui on a l'occasion de collaborer. William Dassler, pour ne pas le citer. Néanmoins, il reste, à mon sens, un gap significatif entre ces travaux académiques et leur perception au niveau des décideurs. Qui ont très vite tendance, même si on essaie de leur expliquer le sujet, à se référer uniquement aux bornes des centrales et à oublier ces coûts de système. Après, le fait est que estimer ces coûts de système reste difficile parce qu'il reste conditionné à tout un ensemble d'hypothèses. On peut aussi raconter des histoires où on explique qu'il y aura des chaînes avec le vecteur hydrogène qui permettront de faire face à la variabilité des renouvelables. Donc, il y a beaucoup d'histoires qu'on peut raconter sur ces sujets. Mais aujourd'hui, compte tenu des technologies que l'on maîtrise, compte tenu du progrès technologique que l'on peut attendre, compte tenu des coûts, on voit que ces coûts de système, une hypothèse conservatrice raisonnable, conduit à les considérer comme étant une part qui peut devenir très vite extrêmement significative dans les coûts du système électrique. Puis, je peux rajouter un point sur lequel je ne me suis pas attardé, mais dans ce domaine-là, on a un peu des fois tendance à être prisonnier de nos modèles. D'une certaine façon, en Europe, aujourd'hui, près dans d'autres régions du monde, ces coûts, ces dernières années, ont été presque indolores, parce que ces coûts ont été, parce que c'est l'augmentation des énergies renouvelables, c'est construite dans un contexte où le système électrique était encore surcapacitaire, c'est-à-dire qu'on avait moins de pilotables nucléaires et fossiles amortis, et donc il n'y avait pas besoin de construire du backup. Or, aujourd'hui, on voit que cette situation va vite changer parce qu'on a
graduellement fermer ces moyens de production qui jouaient de plus en plus le rôle de backup, parce que leurs coûts n'étaient pas couverts par la régulation, par l'organisation des marchés d'électricité. Et donc à l'avenir, dans une vision qui reposerait uniquement sur les énergies renouvelables, ces coûts de système vont très vite apparaître dans le contexte européen, parce qu'on n'aura plus ce système existant sur lequel on a pu s'adosser au cours de la dernière décennie. Oui, donc, par exemple, rapidement, peut-être une question. Ici, dans quelle mesure est-ce qu'on a tenu compte maintenant de ce qui se passe au niveau de l'augmentation assez importante, même très importante, du prix du gaz naturel? Est-ce qu'il n'y a pas là, et aussi du permis d'émission carbone, qui augmente très fort, est-ce qu'il n'y a pas là des boucles de rétroaction, des boucles vicieuses qui sont en place, en fait, qui augmentent encore les systèmes cost? Parce que dans le coût de production, donc on sépare ici au fond les coûts de production des autres coûts, le coût de stabilité, etc. Mais en réalité, il y a aussi des interconnexions entre tous ces coûts. C'est vrai. Dans le même temps, moi, je reste prudent sur ce sujet-là. Par exemple, je ne dirais pas que l'augmentation, la situation sur le marché du gaz qui impacte aujourd'hui le système électrique est avant tout liée aux politiques qu'on a pu avoir sur le renouvelables au cours des dernières années. Je pense qu'il y a vraiment un sujet sur le marché du gaz et c'est ça aujourd'hui qui tire les prix de l'énergie en Europe, gaz et électricité. Cela étant dit, dans un système où vous avez une part importante de moyens pilotables et décarbonés, vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre pour faire face à ces chocs via des stratégies de régulation notamment, et bien sûr qui impactent la façon dont vous régulez le lien entre prix du gaz qui fait le prix de l'électricité et impact sur la facture des consommateurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, s'il vous plaît. J'ai une question pour monsieur. Attendez, parlez très fort peut-être. Oui, je vais parler très fort. Les oui. hydroliennes que je mets avec les éoliennes. Ah oui, attendez, est-ce qu'on ne peut pas… On va je vous entends. Je propose qu'on fasse ça après. Oui, on va passer quelques minutes, excusez-moi, oui. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour monsieur Berthélémy? Parce que je propose alors que nous revenions sur un exposé précédent, qu'on aurait un quart d'heure de discussion. Donc, je pense que c'est très intéressant. Donc, si quelqu'un est intéressé par les références de cette étude, je ne sais pas si vous la donnez dans votre exposé, quelque part. Excusez-moi. Je vous enverrai les planches et je mettrai le lien directement dedans. Oui, donc on peut moi-même j'en dispose. Donc, si quelqu'un veut un petit peu pousser plus loin l'investigation par rapport à cette étude très intéressante de l'OCDE, donc la NEA, donc on vous enverra les références intéressantes. Oui, c'est un peu un problème, on est un peu limité par le temps, malheureusement. C'est évidemment un sujet crucial par rapport à notre colloque sur les éoliennes. C'est cet impact économique qui est colossal. Et en fait, on est un peu victime ici du système européen de formation des prix sur les marchés de gros, qui fait que même des pays qui finalement n'utilisent pas beaucoup de gaz, c'est ce qu'on discutait précédemment avec le professeur Percebois, sont quand même victimes de la croissance du prix du gaz. C'est un peu aberrant quelque part. Parce qu'il y a cet équilibre, donc on est dans une situation d'équilibre de marché, plus ou moins. Les marchés ne sont jamais efficients. Mais donc, par exemple, la France, qui n'utilise pas beaucoup de gaz pour l'instant, son prix de l'électricité est presque le même, le prix de gros est presque le même qu'en Belgique ou en Allemagne, finalement. Donc là, il y a un vrai problème. Voilà. Je ne sais pas si vous comptez ajouter quelque chose, M. Berthélémy. Non, mais c'est un très bon résumé et je n'aurais pas dit autre chose que… Voilà, en tout cas, c'est vraiment très important. Sujet,
une étude extrêmement importante qui, je crois, mériterait qu'on ait plus de temps, mais malheureusement, je vais devoir interrompre la communication. Enfin, je demande à notre meneur de jeu de le faire. Voilà, merci en tout cas. Merci beaucoup et bon colloque.